Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Même le drame tragique du meurtre d'Aboubacar Cissé ne semble pas arrêter Bruno Retailleau. Le reste de la classe politique n'est pas en reste. Gérard Larcher a par exemple refusé qu'une minute de silence soit observée au Sénat. Yael Braun-Pivet a failli faire la même chose avant de se raviser. Je suis en compagnie de Paul Elect, notre chroniqueur. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons revenir sur cette actualité et évoquer aussi le duo Darmanin-Retailleau et leur surenchère sécuritaire et anti-immigration dans la course à qui sera le plus à droite. Alors, pour commencer, je le disais, on va parler actualité. Il y a eu le meurtre islamophobe d'Aboubacar Cissé, jeune malien tué vendredi dernier dans une mosquée dans le Gard. Il y a eu par la suite les réactions politiques et notamment celle de Bruno Retailleau. Écoutez ce qu'il répond quand on lui demande pourquoi il a tardé à recevoir la famille de la victime. Aboubacar Cissé était en situation irrégulière, donc c'est difficile de retrouver la famille. Nous l'avons retrouvé, sa famille est pour partie en Afrique d'ailleurs. Ses deux parents d'ailleurs sont dans deux pays africains d'Afrique noire. C'était difficile. Certains se disaient les cousins, d'autres frères, d'autres oncles. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille, vraiment la famille autorisée, la famille juridiquement avérée, voyez. Qu'est-ce que tu penses de sa réponse, Paul Elec, notamment, il était en situation irrégulière ? Parfaitement infect. Il n'y a pas d'autre mot. La situation administrative d'une personne ne devrait en aucun cas remettre en cause son humanité. Or, quand on assassine quelqu'un pour ce qu'il représente, parce qu'il a telles idées religieuses, ce qui est clairement ce que l'on semble avoir des informations sur ce meurtre, l'intention de l'auteur, il y a un problème. Il y a un problème que le ministre de l'Intérieur essaye de se dépatauger de la situation en remettant limite le blâme à faire sur la victime dont la famille ne serait pas disponible parce que de toute façon on ne sait pas si elle avait véritablement le droit ou non d'être ici. Encore une fois, de toute manière, la question d'un statut administratif différent en raison d'une nationalité autre est un outil de criminalisation de population. On les met dans l'illégalité, on produit de l'illégalité, qui permet ensuite de mettre en avant les personnalités de droite qui jouent à la course à celui qui renverra le plus de personnes dans leur pays, à la chasse aux OQTF. Et c'est dans ce climat-là que les personnes qui sont assimilées ou non à l'étranger ou qui sont étrangères vont être victimes de discrimination, voire pire, d'un meurtre. Donc Bruno Retailleau est infect, mais est-ce qu'on pouvait être surpris de sa part de ce genre de réaction? Il est coutumier de ce fait. Il a aujourd'hui le rôle de figure de proue de la construction de l'ennemi. C'est toujours le cas, je le disais tout à l'heure, sur le ministère de l'Intérieur. C'est un ministère qui, dans le cadre de la crise politique actuelle, de la crise sociale, de la crise d'hégémonie, si vous voulez, du gouvernement en place, le rôle de désigner des figures de l'ennemi. Et à partir du moment où vous désignez des figures comme des ennemis, vous avez le droit de vous attaquer à eux, de les réprimer d'une manière particulière. Bon, et donc, du coup, là, ça la fout mal. Parce que les motifs islamophobes de cet assassinat correspondent à une atmosphère, une ambiance anti-étrangère, anti-musulmane, donc islamophobe, qui est caractéristique de la France actuelle et dont M. Bruno Retailleau est un des responsables au premier plan. Donc, cette réponse est infecte et la question était que sa situation soit régulière ou non, sa famille, si elle souhaite être entendue, doit être entendue. Les hommages doivent leur être rendus et il faut respecter la personne, ce croyant qui a été tué par la folie française. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une folie française islamophobe et que c'est ce climat qui produit des actes comme ça. On pourrait m'objecter une chose, et je finirai là-dessus, c'est le fait que peut-être que le profil psychologique de l'assaillant est pas net, pour rester poli. Et alors, combien de fois nous avons imputé des attentats à des islamistes, à des personnes qui avaient des profils justement psychologiques fragiles, qui ont été manipulés, etc. Donc là, on voit bien le deux poids, deux mesures. Il y a eu des attentats qui ont eu lieu dans des lieux de culte. Moi, je suis niçois, par exemple. Je peux vous parler de 2020, attentat d'un jeune Tunisien qui rentre dans l'église Notre-Dame de l'Ascension, je ne sais plus, au cœur de Nice. Et il a tué 3 personnes. Hommage national du Premier ministre, débat. Il y a eu quelque chose en disant il faut faire quelque chose. Et là,
Rien. C'est un fait banal, un fait nouveau, un fait divers comme les autres. C'est ça que Bruno Retailleau dit en trouvant des excuses, en essayant de mettre de côté le fait que c'est un acte politique grave et que même si la personne qui a commis cet acte est un détraqué ou ce que vous voulez, en vérité, il s'agit quand même d'une conséquence du climat politique actuel. Cette position de Bruno Retailleau sur ce meurtre, les positions ont l'air de susciter un certain malaise dans les rangs macronistes. Nos reporters Lisa Lapp et André Manivit ont bien essayé de les questionner sur le sujet à l'Assemblée nationale aujourd'hui, en vain. Toujours ces prises de position Oui. Je ne les écoute pas, je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Est-ce que vous le soutenez parce que c'est quand même le ministre de l'Intérieur? Ouais, mais là je suis dans mes PPL, moi, sur la protection des femmes et l'égalité femmes-hommes. Donc vous n'êtes pas du tout sur le sujet Ah non, je suis vraiment sur l'égalité femmes-hommes en ce moment. Donc voilà, là on vient de voir Prisca Thévenot qui s'enfuit. Qu'est-ce que ça dit selon toi, le fait que les macronistes prennent la fuite? Est-ce que ça témoigne peut-être d'un manque de soutien envers le ministre de l'Intérieur? Non, je pense que simplement les macronistes savent qu'ils ont besoin de M. Retailleau, ils ont besoin de la droite, puisque c'est uniquement comme ça que le gouvernement qui est mené par François Bayrou est en place. Et donc ils font semblant de ne pas savoir, parce que là c'est pire, ils disent je n'ai pas écouté. C'est faux. Quand vous êtes Madame Prisca Thévenot qui a eu des responsabilités de premier plan pour la Macronie, M. Kasbarian qui a été ministre, vous savez exactement ce que l'actualité vous donne en termes de réaction des personnels politiques les plus en avant de la scène politique. Donc je pense que c'est de la lâcheté, c'est des gens qui souhaitent ne pas prendre position pour essayer de voir dans quel sens le vent tourne, et c'est surtout caractéristique de cette Macronie qui est assez lâche en général. C'est-à-dire que lorsque la droite fait une offensive réactionnaire, lorsque la droite engage des polémiques racistes, islamophobes, vous avez deux solutions pour les macronistes, soit de les embrasser pleinement, c'est ce qu'on a vu avec M. Attal faire une rentrée sur les abayas dans l'éducation nationale, et de nombreux exemples que l'on pourrait donner, ou alors se mettre en retrait et attendre passivement que ça passe, tout en ne disant rien contre, tout en n'exprimant pas d'opposition particulière à ce tournant droitier de ce parti qui avait l'ambition, en tout cas la prétention d'être une expression social-libérale, progressiste, centriste. Or, ça n'est pas du tout ce qu'ils ont été. Donc la lâcheté de la Macronie se vérifie encore une fois, et ce n'est pas étonnant que ces deux individus, qui sont par ailleurs parmi les plus médiocres de la Macronie en termes d'agressivité, de médiocrité intellectuelle, que de les voir fuir. Les élus macronistes ont donc refusé de répondre à nos questions. Nos équipes ont quand même réussi à interroger le Rassemblement national. Écoutez la réponse de Jean-Philippe Tanguy. Monsieur Retailleau a votre soutien par rapport à son attitude de ces derniers jours? C'est une question un peu large. Quand vous dites attitude, moi je ne suis pas du parti de monsieur Retailleau. Bon, après les procès d'intention, je pense que c'est pas à la hauteur du moment et du chagrin de la famille de monsieur Cissé. Je trouve dommage de faire toujours de la politique, surtout. Qu'est-ce que tu penses de sa réponse? C'est intéressant la dernière phrase qu'il prononce. Il dit c'est dommage de faire de la politique surtout. Parce qu'effectivement, encore une fois, si on repolitise cet acte et qu'on n'en fait pas un acte isolé, venu de nulle part comme une catastrophe naturelle, on se rend compte qu'il y a des responsables. Il y a des responsables, ceux qui ont des discours de haine, qui banalisent l'islamophobie et considèrent que jusqu'au terme, il ne faudrait point l'utiliser, qui considèrent finalement que c'est de bonne guerre et qu'il s'agit juste d'une expression de la laïcité, ou toutes ces confusions qui sont maintenues, travaillées, organisées par toutes les nuances de droite, de la Macronie au Rassemblement national. Donc il ne veut pas en faire une action politique, il ne veut pas faire de la politique sur la question, parce que ça mettrait en cause son organisation politique, et ça mettrait en cause la résonance qu'il y a entre M. Retailleau et le Rassemblement national. Or je rappelle que depuis quelque temps, le Rassemblement national étant la béquille de M. Bayrou, ils ont tendance à essayer de se faire oublier pour ne pas que les Français puissent voir véritablement qu'ils sont ce qui permet au macronisme de tenir en place. Il y a des réelles incointances entre le RN et Bruno Retailleau. Là, on le voit, il refuse... Honnêtement, quelle différence? Avec M. Retailleau, particulièrement. Encore une fois, je le répète, cet homme a commencé sa carrière à l'extrême droite, au parti de M. De Villiers. Il est un Vendéen. C'est la caricature de ce qu'est le plus réactionnaire en France. Je veux dire, c'est pas de sa faute qu'ils soient nés en Vendée, mais enfin, il représente pas n'importe quel Vendée, il représente le Puy du Fou. Une espèce d'historiographie falsifiée de l'histoire française, qui est une espèce de roman national dans lequel la France éternelle qui n'a jamais existé se met en scène sous la forme la plus caricaturale de ce que la droite rêverait que la France soit et qu'elle n'est pas. Et puis, c'est un monsieur qui joue la surenchère à droite, effectivement, depuis qu'il est au gouvernement, et qui n'est rentré au gouvernement que pour une raison, faire campagne
depuis le ministère de l'Intérieur pour obtenir la présidence de son parti et se distinguer de quoi? De la Macronie, en étant sur les lignes du Rassemblement national. Et du Rassemblement national, on ne sait pas comment, puisqu'ils littéralement boivent leurs paroles, reçoivent leur liste de courses pour les dissolutions d'organisations. Enfin bon, il n'y a pas de différence entre M. Retailleau et le Rassemblement national. On va s'intéresser à la famille de la victime. Il y a Djibril Cissé, l'oncle d'Aboubacar, qui s'est exprimé hier lors d'une conférence de presse. Il pointe de son côté du doigt le traitement médiatique qui a été fait sur le meurtre islamophobe de son neveu. On écoute. Bonjour à tous, merci d'être venus. D'abord, je remercie tous ceux qui sont venus ici et puis je remercie aussi tous les membres des parlementaires qui nous ont reçus ce matin et qui ont témoigné leur tristesse avec nous, qui partagent aussi notre douleur. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est... Je peux présenter d'abord en tant qu'oncle d'Aboubacar, on est à la fois triste et en colère aussi. Triste de ce qui nous est arrivé parce que là, il était venu ici pas pour se faire tuer, quoi. Donc il y a cet aspect-là. C'était quelqu'un de bien associable, qui était un modèle pour nous tous, malgré son jeune âge, qui était un porte-espoir pour nous tous. Et d'ailleurs, c'était dans ce cadre-là même qu'on lui a confié même la clé des mosquées parce que c'était quelqu'un qui était prêt à aider tout le monde. Et c'était dans ces gentillesses-là toujours qu'il s'est fait assassiner lâchement par les criminels. Triste aussi à la fois des traitements médiatiques au début qui a été fait parce qu'ils nous ont fait croire au début que c'était des frères musulmans qui se sont assassinés. Et puis, comme disaient certaines, aussi les réactions tardives de certaines responsables politiques. Là, aujourd'hui, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que la justice soit faite pour notre neveu. Qu'est-ce que tu penses de la séquence médiatique à laquelle on assiste depuis vendredi dernier, jour du meurtre? Scandaleuse. Encore une fois, j'ai des mots assez forts, mais d'abord, il faut quand même faire une remarque sur la dignité de cette prise de parole. C'est-à-dire qu'au moment où justement la scène politique, ou en tout cas médiatico-politique, tourne en rond avec ceux qui nous disent qu'il ne faut pas utiliser le mot d'islamophobe, c'est-à-dire un débat qui a lieu depuis 10 ans et qui devrait être clôturé si la France avait ne serait-ce qu'un peu intellectuellement progressé dans les 15 dernières années, mais elle est gouvernée par des gens qui refusent de la faire progresser. Et de l'autre côté, une réponse digne de quelqu'un qui dit « il faut que justice soit faite, ça n'est pas normal, c'est une victime innocente qui n'aurait jamais dû mourir » et qui pose la question que justice soit faite, c'est-à-dire « mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que l'on tue des gens au nom du fait qu'ils soient musulmans en France ?» C'est ce qui s'est passé de nouveau. Et la séquence est scandaleuse parce qu'elle révèle encore une fois toute l'hypocrisie de cette République française qui est toujours en train de montrer du menton pour expliquer à la terre entière qu'elle est la plus progressiste, la patrie des droits de l'homme, mais qui, dans son cœur, ne peut pas se regarder en face. Parce que lorsqu'elle doit se regarder en face, ce qu'elle devrait faire, elle découvrirait quoi? Une nation qui instrumentalise certains beaux principes, comme la laïcité, pour faire la guerre à des populations à l'intérieur de son pays. Pour mettre en avant, discriminer, raconter toutes sortes de folies. Je rappelle qu'il y a encore quelques semaines, sur BFM TV, on entendait que potentiellement, si il n'y avait pas d'huile d'olive, c'était la faute des musulmans pendant le ramadan. Et puis si c'est pas les huiles d'olive, c'est les œufs. Les œufs, et puis etc. etc. Les huiles d'olive, c'était il y a quelques années. Mais enfin, ce gimmick se répète sous la forme d'une farce terrifiante. Parce que le problème, c'est que par ces petites insinuations, ce discours, ce climat, encore une fois, on crée les conditions de ces actes terribles de gens qui perdent la vie au nom de quoi? Au nom de ce qu'ils représentent aux yeux de gens qui sont dans une panique totale, nourris par ces irresponsables politiques que sont M. Bruno Retailleau, que sont l'ensemble des ministres de la Macronie et de ceux qui se sont succédés depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et même avant. On pourrait remonter, la liste est longue. Justement, la France Insoumise a demandé la démission de Bruno Retailleau. Est-ce que, selon toi, c'est pertinent et est-ce que tu penses qu'il y a une part de responsabilité? Tu as commencé à en parler, mais j'aimerais bien que tu développes là-dessus, dans ce qui s'est passé dans le Gard. Je pense que de la part de la France Insoumise ou de n'importe quelle organisation de gauche, on peut comprendre qu'ils demandent que le ministre de l'Intérieur démissionne après s'être montré, encore une fois, pas à la hauteur de la situation.
Imaginez ne serait-ce que l'inverse, qu'un croyant d'une autre religion ait été sauvagement assassiné comme c'est le cas, dans n'importe quelle autre religion. Je vous le dis, le ministre de l'Intérieur, il serait venu sur place. On aurait eu des grands discours, des conférences de presse. Mais là, il ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il crée sa carrière politique sur un combat contre l'islam ou, en tout cas, contre cet ennemi qu'il a réussi à décrire avec des équivalences sémantiques, islam, islamiste, islam terroriste, islam étranger, islam OQTF, islam situation irrégulière. Donc oui, M. Bruno Retailleau n'est pas à l'auteur et je comprends qu'on demande sa démission. En vérité, on sait qu'il ne le fera pas. Donc la question, c'est effectivement de montrer, de tirer sa responsabilité. Il a une responsabilité particulière. Parce qu'il a, il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant, prononcé un discours en disant « abat le voile ». Pour quelle raison ? Parce que, soi-disant, il parlait à l'époque du projet de loi dont on avait discuté sur ce plateau, qui visait à interdire l'utilisation de signes religieux, la prière, etc., dans des infrastructures sportives. Je rappelle d'ailleurs que le débat s'était porté sur le voile, et que si la formule retenue dans le texte de loi est celle de signes religieux, les politiques de droite ont ouvertement dialogué sur la question du voile, et pas sur d'autres signes religieux. Okay, donc il y a une responsabilité écrasante et il faut qu'on se réveille. Il faut encore une fois que la France se réveille et comprendre que la guerre aux vêtements, que ne cesse d'activer un certain nombre de responsables à droite est irresponsable, folle. Aristide Briand, en 1905, dans le débat sur la loi de laïcité, disait que la politique du vêtement était ridicule, intolérant, mais pire, ridicule, hein, et qu'il fallait mettre de côté cette question qui n'avait aucun sens. Et voilà, la France, vraiment, quand elle est gouvernée par ces responsables-là, de toutes les nuances de droite qui convergent sur cette islamophobie, est en train de créer les conditions d'une mise à l'action, d'une mise en mouvement des éléments les plus radicaux qui propagent et partagent ce discours sur le grand remplacement, qui est une idée revendiquée par plusieurs terroristes d'extrême droite, de la Nouvelle-Zélande jusque sur le continent européen, pour tuer des musulmans, et qui est presque discutée désormais sur les plateaux de télé. Ce sont des partisans de toutes sortes d'idées qui, propageant une haine, mènent indubitablement à l'action violente contre des populations. Parce que lorsque vous désignez comme ennemi des populations, à la fin, l'objectif, c'est de se prendre. Si on désigne quelqu'un comme ennemi, c'est pour les cibler pour la forme d'une répression, d'une violence, d'une action à leur encontre. Donc c'est absolument terrifiant, mais ça n'est pas nouveau, encore une fois. Tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés sous la Macronie sont les porte-parole de cette violence, parce que le problème est au niveau de l'État. On parle d'islamophobie d'État. On ne parle pas de quelqu'un qui a une mauvaise réflexion contre un musulman de la rue. C'est grave, c'est un problème. Mais ça n'a pas le même poids que quand c'est l'appareil d'État avec l'instrument de la répression qu'il est capable de faire. Okay. On passe à un tout autre sujet maintenant, la dernière trouvaille de Gérald Darmanin qui veut changer la loi pour faire payer aux détenus des frais d'incarcération. On écoute. D'abord, je remercie le Président et le Premier ministre parce que le ministère de la Justice n'est pas touché par les annulations de crédit, donc on va pouvoir continuer à construire, à équiper. Mais on part de très bas. Exactement, on part de très bas, mais on met beaucoup de moyens supplémentaires, on va construire des prisons plus vite, plus rapidement, on va équiper les agents pénitentiaires, et puis chacun doit y participer. Jusqu'à 2003, les détenus participaient aux frais d'incarcération. Comme il y a un forfait hospitalier, il y avait un forfait de présence dans la prison. Je vais rétablir, c'est ce que j'annonce dans la lettre ce soir que j'ai mis sur les réseaux sociaux et que je crois vous avez, je vais rétablir ces frais d'incarcération. Aujourd'hui, ça coûte 10 millions d'euros par jour, le fonctionnement de nos prisons, quasiment 4 milliards d'euros par an. Les détenus doivent contribuer aux frais d'incarcération. Donc ils vont payer pour être détenus. Combien vont-ils payer ? Ils vont tous payer la même chose ? C'est par jour, par mois de détention ? On va en discuter. D'abord, il faut continuer le travail en prison. Il n'y a pas de raison que les détenus ne travaillent pas en prison. Une partie d'entre eux le font. Et puis, ils doivent payer ce qu'ils doivent aux victimes, évidemment. Et puis, je pense que la participation, il ne s'agit pas de faire payer les 4 milliards aux détenus, bien évidemment, mais une participation aux frais, au service public de la justice, 4 milliards d'euros sur l'impôt des Français, me paraît une bonne mesure. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? C'est une idée stupide, à l'image du ministre qui la porte. Les privations de liberté sous la forme d'un enfermement sont déjà une violence terrible. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire. On peut espérer produire une société où on a d'autres manières de faire, d'autres manières de voir. Je rappelle que chaque année, la France est condamnée pour l'état de ses prisons, par la jurisprudence notamment européenne, par la Cour européenne des droits de l'homme, pour des violations de droits humains.
parce qu'on est dans une situation de surpopulation carcérale. Les gens sont enfermés dans des conditions hygiéniquement absolument détestables, dangereuses, inhumaines. Et on a une privation de liberté qui est déjà une violence immense et qui produit quoi ? Qui ne produit pas une réintégration à la société, qui ne produit pas les moyens de faire en sorte que les individus qui ont été fautifs, qui ont commis des délits ou des crimes, puissent retrouver une place dans la société. Vous avez déjà des populations qui sont particulièrement précaires, particulièrement défavorisées par leur situation, parce qu'en plus, lorsqu'ils l'évoquent, ils travaillent, ils ne connaissent pas le droit du travail comme n'importe quel autre salarié. Ce sont généralement des main-d'œuvre particulièrement exploitables dans le cadre de la prison. Et là, qu'est-ce qu'on veut rajouter ? On veut rajouter une ponction sur des gens qui sont déjà dans des situations précaires, difficiles, et qui ont au contraire besoin d'accompagnement, d'encadrement. Qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer de l'endettement, ça va créer une peine supplémentaire pour des personnes qui doivent maintenant assurer les conditions de leur propre prison, de leur propre enfermement. Alors, bien entendu, ça sera au début une petite contribution, mais l'idée en tant que telle est une idée folle, parce que c'est une idée qui va rajouter de la peine à la peine, du problème de la récidive, du problème de la non-réinsertion sociale de ces individus. Et donc, c'est, à mon avis, totalement dommageable, et ça va construire les conditions d'un amenuisement de la perspective de ces gens qui sont déjà punis pour ce qu'ils font dans le cadre de leur enfermement. Et qu'est-ce que ça produit ? Ça produit rien à part une possibilité pour M. Darmanin, encore une fois, de se mettre en avant sous la forme d'une espèce de populisme, de être dur avec les durs, gentil avec les gentils, toutes ces formules qu'il utilise en permanence et qui lui permettent sur le dos des droits humains et de personnes qui, même si elles ont fauté, sont des personnes qui ont le droit de vivre dans des conditions décentes, y compris lorsqu'elles sont privées d'une partie de leurs droits. Et ça lui permet de faire sa sauce, de se faire mousser sur le plan médiatique. Ça me semble, encore une fois, stupide sur les conséquences que ça a donné et assez ignoble, mais de la part d'un ministre qui nous a habitués à ce genre de propositions régulières, quoi. Donc, pas surprenant. Et si on prend un peu de hauteur sur la situation, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, comment est-ce que tu analyses, toi, ce qui se passe à droite en ce moment ? Est-ce qu'il y a une espèce de course à qui sera le plus sécuritaire, le plus raciste pour plaire au RN et à son électorat ? Est-ce que c'est une stratégie électorale, une révélation de leurs réelles convictions personnelles, un peu des deux ? Les deux. Il faut se rappeler, pendant le premier quinquennat Macron, les macronistes ont une majorité seule à l'Assemblée nationale. Ils se retrouvent dans une situation où vous avez une gauche, une présidentielle à l'époque qui avait donné 3 grands blocs, le bloc de gauche, la Macronie, et de l'autre côté, le Rassemblement national, et une droite républicaine qui s'efface progressivement. Donc pendant le premier quinquennat, que font la droite républicaine et tous ses représentants unis ? Ils essayent de faire de la surenchère sur le terrain du néolibéralisme. Les uns disent retraite à 64 ans, la droite va dire 65, 66, 67. Vous voulez couper tant de dépenses publiques, faire tant d'austérité, nous on va demander plus, on va demander d'assécher encore plus de budget. Sauf que cette surenchère, qui était vraiment une compétition dans le cœur de l'idéologie libérale, n'a pas donné de fruits électoralement. Parce que ça intéresse peu de monde et au contraire, les classes populaires sont plutôt en aversion ce type de politique néolibérale lorsqu'elles ne sont pas convaincues que tout d'un coup, parce qu'on coupe un bras, le corps va se régénérer dans le reste de la société. Du coup, qu'est-ce qu'ils sont mis à faire ? Ils sont mis à essayer de revenir à leurs fondamentaux populistes. Quand je dis fondamentaux, c'est qu'il y a une vieille histoire de la droite anti-immigration, raciste. C'est-à-dire de Nicolas Sarkozy, on avait été une bonne démonstration de populisme assez agressif, mais M. Chirac également, qui avait fait son discours sur le bruit et l'odeur en parlant des travailleurs immigrés qui gagneraient plus que les travailleurs français juste parce qu'ils avaient des allocations familiales. Donc il y a une tradition, ils sont juste réactivés le curseur en le poussant le maximum possible, en profitant de l'évolution de la société actuelle. C'est-à-dire le fait que les vagues d'attentats qui ont frappé le territoire français ont provoqué un traumatisme dans l'opinion, qui a été sciemment exploité par toutes les nuances de la droite et de l'extrême droite sous la forme, encore une fois, d'un conflit de civilisation, d'une désignation de l'ennemi qui est l'islam, l'étranger, qui est une figure tellement vide qu'on peut y mettre tout sens que l'on souhaite. Et dans cette situation, cette surenchère, elle se fait d'autant plus que maintenant, vous avez une compétition qui est lancée, une compétition de deux sortes. La première, elle est interne à la droite.
Monsieur Wauquiez qui veut rétablir le bagne pour traiter les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors lui, encore une fois, je dirais, il sort des idées, il faudrait peut-être consulter. Et de l'autre côté, Monsieur Retailleau qui essaye de jouer Monsieur Darmanin bis. Et de recontinuer depuis son siège du ministère de l'Intérieur. Et puis la compétition, elle est aussi externe, parce que le Rassemblement national, ils savent qu'ils sont le détenteur de ce capital anti-immigration, de ce capital xénophobe politique. Et la droite considère que si elle n'est pas au moins aussi forte, aussi puissante sur ce sujet, elle n'a aucune chance. Donc cette compétition est absolument mortifère, on l'a dit, elle a des conséquences qui vont être de plus en plus terribles. Elle va permettre des passage à l'action de la part d'individus qui, croyant fortement ce dogme xénophobe, vont commettre toutes sortes d'actes et de délits et le commettent déjà. Je rappelle qu'il y a des agressions régulières, y compris sur des lieux de culte musulmans dont on parle peu dans les actualités. Et cette surenchère, elle ne peut prendre fin qu'à partir du moment où, en fait, en face se dresse une alternative. Une alternative qui, justement, ne rentre pas dans ce jeu de cette surenchère, mais qui vienne faire face au racisme et qui n'ait pas peur de le désigner là où il est, c'est-à-dire et dans des votes, et dans des populations, et dans l'État. Alors, tu parles de compétition interne au sein de la droite. Pour terminer cette émission, j'aimerais te demander ton analyse sur la primaire qui aura lieu dans 2 semaines, samedi 17 mai. Rapidement, selon toi, qui pourrait être élu et quel impact ça pourrait avoir sur la présidentielle de 2027 ? Alors, qui pourrait être élu, je ne vais pas m'amuser à prédire. Je dirais que c'est particulièrement difficile dans le cadre de primaires internes parce que les votes se font dans le cadre interne d'un parti et dont il est difficile de mesurer les rapports de force. Je signalerai que tous deux ont eu des rôles majeurs pour l'appareil. Je rappelle que Bruno Retailleau a été le président du groupe au Sénat, que M. Wauquiez a eu des responsabilités dans l'appareil également de premier plan. Donc ça semble difficile parce que, contrairement à la précédente, il y a eu peu de divergence. Il y a eu plutôt cette forme de surenchère, comme on disait. Donc on verra si dans les prochaines semaines se dégage une stratégie particulière de l'un ou de l'autre qui plie le jeu et amène la victoire de l'un et l'autre. Ensuite, sur la question de la présidentielle, ça peut avoir des conséquences. D'abord parce qu'il va y avoir une compétition infernale à droite en dehors de la question des Républicains. Une fois, les Républicains ont été un parti central dans la Ve République, mais ils n'ont pas eu de candidat au 2e tour en 2017. Et ils n'ont pas non plus eu en 2022 avec Mme Pécresse qui demandait et quémandait des sous parce qu'ils n'avaient pas fait 5%. Donc ils sont dans une situation de crise et la question qui va se poser pour la droite et pour toute la droite, c'est qui va récupérer le pactole de la Macronie quand Macron ne sera pas là ? Est-ce que c'est un monsieur Édouard Philippe en essayant d'occuper le terrain des LR, mais avec son point de vue d'ancien Premier ministre macroniste? Est-ce que, au contraire, c'est les macronistes canal historiques, M. Attal et tous ceux qui ont quitté le Parti socialiste pour aller gouverner avec la droite et l'extrême droite, qui vont récupérer ce pactole, ce qui laisserait les Républicains dans une situation, encore une fois, minoritaire à droite et difficile, pris en étau entre le Rassemblement national et ce bloc macroniste, ou est-ce que les LR vont pouvoir se refaire une nouvelle peau ? La candidature pourrait changer cela en fonction, parce que je suppose qu'un M. Retailleau aura besoin de compenser, par exemple, le fait qu'il est au gouvernement par une absence d'alliance avec les macronistes, ce qui serait moins le cas d'un Édouard Philippe. Donc, bon, dans tous les cas, je pense que les Républicains sont dans une situation difficile et que leur absence de perspective réelle ne trouvera pas de réponse dans cette surenchère un peu ridicule, mais parfaitement dangereuse à laquelle il se livre. On aura l'occasion d'en reparler sur ce plateau. Merci Paul pour ta présence et merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer un mail à contact@lemediatv.fr si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.